Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci au conseil départemental qui, une nouvelle fois, nous accueille dans cette salle haute de l'espace Noriac. Alors, nous nous sommes laissés au mois de juin dernier avec un magnifique concert du Requiem Oradour, composé par Michel Bosque en hommage aux 643 victimes du massacre d'Oradour. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la suite de notre programmation. Et ce soir, c'est avec un grand plaisir que nous vous offrons, en partenariat avec la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, une soirée intitulée 1944 en Haute-Vienne, qui va vous permettre une plongée dans les images, les archives cinématographiques de cette année 44. Alors je remercie très chaleureusement la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, son président et fondateur Marc Villemard, son directeur Patrick Malfond, que je viens d'apercevoir quelque part par là-bas, voilà, ici, et puis tous ceux qui ont travaillé au montage de cette soirée, et je remercie Dominique Dentieux qui va ce soir commenter les images que vous allez voir. Et je laisse la parole finalement à deux Marc. Marc Taverdé, que vous connaissez, qui est historien et qui travaille pour le service éducatif du Centre de la mémoire d'Oradour et qui désormais présente nos actions. Et ensuite à Marc Villemard, que je ne présente plus, vous le connaissez bien. Merci Babette. Alors la suite de Babette, je dirais juste quelques mots pour situer un petit peu ces films, que vous puissiez en apprécier l'enjeu. Ces films ont été choisis parce qu'ils éclairent en fait trois thématiques du moment 44. Alors moment peut-être plus qu'année, puisque en fait on démarre un petit peu avant 44, et puis vous verrez que la séquence chronologique se prolonge un petit peu après le 31 décembre 1944, bien sûr. Le premier thème porte sur la vie sous l'occupation, le deuxième, Oradour au lendemain du massacre, et le troisième, la libération de Limoges. C'est donc le segment chronologique qui correspond aux années 40-45, années d'occupation et de libération, que l'on redécouvre ce soir. Je les redécouvre car certains supports sont connus, d'autres, en revanche, ont une diffusion qui est tout à fait inédite ce soir. Il est important de rappeler, me semble-t-il, que si tous ces films ont été réalisés pour être montrés à un public, ils n'ont pas tous été réalisés pour être montrés en public. Et quelques-uns avaient pour horizon final, simplement, pourrait-on dire, le seul cercle familial, amical ou le voisinage. Ils n'ont pas tous non plus le même objectif. Ce n'est pas la même chose de conserver la mémoire vivante des proches dans des moments intimes, de documenter l'horreur de la destruction d'un village et de sa population, ou d'accompagner, dans une visée presque politique, pourrait-on dire, des opérations de combat, de libération, de montrer la liesse collective de ces jours si particuliers de l'été 44. Pourtant, tous ces films ont contribué, et contribuent ce soir, à ouvrir pour nous une fenêtre sur la société française du milieu des années 40, que ce soit à travers l'intime, la violence ou la guerre. Ces films nous offrent une large gamme d'émotions disparues qui intéressent, j'en suis persuadé, l'ensemble du public, ainsi que de plus en plus tous les historiens. Que pouvaient donc ressentir ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces adultes, confrontés à l'occupation, aux privations et à la mort? Comment la douleur pouvait-elle se nouer avec le rire? Comment l'intensité d'un moment stratégique a-t-elle pu cohabiter avec la légèreté d'une tranche de vie? Vous l'avez compris, la projection de ce soir nous invite à explorer une époque, le mi-temps des années 40, en restituant le tragique et l'ordinaire, mais aussi l'espoir qui composèrent le quotidien des Françaises et des Français, confrontés aux secousses de l'histoire. Merci. Merci. Ce serait bien si, à chaque rendez-vous de la Cinémathèque, il y avait une assistance aussi ample. En tout cas, merci pour votre présence. Alors,
vous avez décrit un peu de... Je voudrais quand même préciser que la Cinémathèque existe depuis 14 ans. Elle collecte les films de famille, essentiellement. Il y a des films de cinéma, des grands films aussi, évidemment. Mais le fond principal, c'est le film de famille auquel vous avez fait allusion et qui réserve parfois des surprises étonnantes et des témoignages extra. Alors, ce sont des extraits. Il s'agit d'une conférence, n'est-ce pas, je dis bien, d'une ciné-conférence. C'est pas le chagrin et la pitié, hein, vous voyez, on ne va pas se tromper. Et c'est à Dominique que revient, bien sûr, le rôle de faire un bilan et des analyses de tous ces éléments. Alors, c'est lui qui a choisi les images. On les a conditionnées avec Claire Belin, qui est quelque part, coucou, là-bas, qui est monteuse et aussi réalisatrice. Et voilà, et tout cela s'est fait avec la dynamique équipe de la Cinémathèque. Vous avez cité Patrick, qui fait partie aussi des cofondateurs, maintenant on peut dire. Hein, c'était le premier salarié de la Cinémathèque. Mais il y en a d'autres, bon, je ne vais pas les citer, il y a 5 salariés. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous ennuyer davantage. Si vous voulez savoir ce que fait la Cinémathèque, si vous voulez connaître son bilan de l'an passé, par exemple, il y a une assemblée générale lundi prochain à 10h aux archives départementales. Cette assemblée sera mise en ligne sur Internet. Donc, si vous voulez l'adresse, on vous la donnera, vous venez, on la demandez, et vous pourrez vous connecter, et comme ça, vous aurez par le menu, en détail, tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait, et tout ce qui est prévu, et les projets. Voilà. Merci beaucoup. Merci au département, bien sûr, qui nous prête, nous offre et nous accueille dans cette... C'est une église, une chapelle, c'est quoi? Un bâtiment. D'accord. Voilà, c'est consensuel. Ça va. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon, Dominique, on t'écoute. Merci. Alors moi aussi, je vais remercier le conseil départemental, le Centre de la mémoire d'Oradour et la Cinémathèque pour cette invitation donc à cet exercice qui est de commenter, d'analyser des images. Donc des images extraites d'un fonds qui est très très riche, qui est celui, on peut dire maintenant qu'il est très riche, ce fonds de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Et donc pour célébrer les 80 ans de la Libération. Alors comme vous l'avez compris, nous avons donc une sélection de films qui sont essentiellement des films d'amateurs ici, sauf un, mais ça j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Donc c'est à travers évidemment l'œil de la caméra que nous allons survoler ce moment, comme il vous a été dit, c'est vraiment un moment de 1944. Donc comme vous l'avez compris également, nous sommes dans une sélection de séquences et un montage. Alors c'est vrai que j'ai choisi les images. Donc évidemment, comme tout choix est arbitraire, bien entendu, et je les mets donc au service d'une analyse. Donc nous sommes dans un remontage de ces images. Et puis je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est que là l'occupation se termine en 1944, et il faut souligner combien il a été difficile pour les cinéastes amateurs et les autres, ou les photographes amateurs et les autres, de filmer et de photographier pendant l'occupation. Alors pour des raisons matérielles, même si certains avaient déjà la passion du cinéma ou de la photo avant, donc ils avaient déjà leur matériel, mais il fallait aussi se procurer des pellicules, ce qui n'était pas évident, il fallait aussi les faire développer. Et puis il y avait un autre impératif, c'était la présence de l'occupant, puisqu'il était interdit de photographier et de filmer dans l'espace public. Donc tout ça, évidemment, ce sont des impératifs lourds pour ces amateurs, mais même pour des professionnels. Et
Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, avec la libération, on a l'impression finalement d'une inflation d'images. Ben oui, les cinéastes, hein, je ne parlerai que des cinéastes ici, ils descendent dans la rue et ils filment, et je pense qu'ils ont le sentiment, sans aucun doute, de filmer un moment d'histoire. Voilà, et c'est donc ce moment et ces moments que nous allons regarder ensemble. Donc, comme il vous a été dit, 3 parties, je n'y reviens pas, qui seront entrecoupées par mes analyses. Alors, nous allons commencer par la première. Donc, je vais envoyer le film, et donc après, je reviendrai vous livrer une analyse de quelques images. Voilà.
Voilà, donc fin de cette première séquence. Alors... Je me suis laissé aller à mettre un titre. Moi, j'ai appelé ça un été d'espérance, de larmes et de joie. Je me suis dit que la population française, à ce moment-là, en Haute-Vienne et ailleurs, elle avait dû passer certainement par tous ces états. Hein, espérance de la libération, bien entendu. Des larmes, parce que cette libération, et on le verra particulièrement en Limousin, elle s'accompagne aussi de tragédies. Et de joie, bien entendu, puisque une fois la libération survenue, c'est aussi une explosion de joie. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors les premières images que je vous ai montrées, enfin que la Cinémathèque vous a montré plus exactement, voilà, ce sont des images qui... Je reprends celle-ci, je reviendrai sur les images d'Oradour après. Ça peut paraître surprenant d'avoir choisi ces images finalement, parce qu'on voit des gens heureux, on voit qu'on peut être heureux à cette période de l'occupation, on voit des gens qui s'amusent, ils fêtent pas la libération. Hein. On est ici dans des images, si vous voulez, qui sont des images du cercle de famille, bien entendu, et on est très loin donc du tragique qui est la toile de fond aussi de cet été 1944. Alors, vous avez vu, on a donc... les fiançailles de Géo Martin, d'où j'ai extrait ces deux images. Alors Géo Martin, un grand cinéaste amateur, hein, qui a énormément filmé. Et ici, un film ici privé également, donc qui nous montre une fête de famille également. Alors, ces images, on est dans des milieux sociaux, hein, qui sont différents. On a en haut un milieu social plus populaire, un milieu social plus bourgeois en bas, mais on voit bien la même joie de se retrouver et de partager. On a des jeux, des mises en scène, hein. Puis dans le repas, ce qui est amusant, vous avez vu, il y a aussi ce que j'appellerais des types, hein, c'est-à-dire celui qui pousse la chansonnette, les adolescents qui font des bêtises. Hein, voilà. En fait, tout le monde peut se retrouver dans cette fête de famille, dans les types familiaux que l'on y rencontre. Alors, on trinque aussi pas mal, hein, c'est logique, il faut célébrer. Alors, célébrer des fiançailles, et donc pour la fête qui est ici, on célèbre aussi le bac, l'obtention du bac de l'une des filles de la maison. Alors, pourtant, évidemment, vous avez vu pour les fiançailles de Géo Martin, alors là, nous sommes en août 1944, alors je ne sais pas si on est avant ou après la libération, parce que j'ai pas la date exacte. Là, par contre, pour le film de Géo Martin, pas de problème, 28 juin 1944. Donc, évidemment, nous sommes, ça vous échappera pas, on est 18 jours après le massacre d'Oradour. Alors, ça peut paraître toujours étonnant qu'on s'amuse après Oradour. Bah oui, pourtant la vie continue, comme vous pouvez le voir. Alors, ces images, est-ce qu'elles témoignent d'un repli sur la sphère privée? Parce que justement, ça permet, cette sphère privée, d'échapper à une atmosphère qui est quand même une atmosphère assez tendue. Hein. C'est vrai que la guerre est hors champ, mais il faut quand même le rappeler, plus généralement, la guerre, elle a depuis longtemps forcé les frontières de l'intimité. Déjà parce que l'occupant a imposé des limites à la circulation, hein, il y a le couvre-feu également, il y a l'heure allemande, et puis vous avez aussi toutes sortes de restrictions alimentaires. Et c'est vrai que tout ça est absolument hors champ de ce que nous voyons ici. Alors, je crois qu'il y a deux choses à considérer. Alors, on peut travailler sur de l'interprétation, on peut dire au fond, les gens se replient sur la sphère de l'intime, parce qu'au fond, c'est une façon de fuir une réalité qui est complètement déprimante et oppressante. Et donc, on aboutit. Alors là, ça donne une lecture qui est assez politique et qui sera plutôt la lecture qu'on va voir dans les années 70, hein, c'est-à-dire au fond une espèce de France du ni-ni, qui n'est ni collaboration ni résistance, et qui donc, a posteriori, peut nourrir une espèce de mauvaise conscience, si vous voulez, qui montrerait des Français qui, au fond, s'accommodent des conditions qui leur sont faites à ce moment-là, et qui finalement ne veulent rien voir, rien savoir. En gros, si vous voulez, l'idée d'une France grise. Marc, tout à l'heure, a évoqué le chagrin et la pitié. On serait un peu dans cette logique d'interprétation. Bon. Alors, évidemment, la notion de France grise permet aussi, si vous voulez, de donner ça atténue une vision manichéenne où d'un côté, il y aurait les collaborateurs et de l'autre, les résistants. Et donc là, on interprète l'opinion selon une logique qui serait une logique ternaire, hein, c'est-à-dire une grande majorité attentiste et aux deux extrémités, les résistants et les collaborateurs. Alors, évidemment, c'est un peu plus subtil que ça, la réalité. Alors, ce qu'il faut comprendre également, et là je reviens sur les images d'Oradour, donc ces images d'Oradour, hein, qui sont assez exceptionnelles, parce qu'on voit des images, on est en 43, là on n'est pas en 44, on voit des images du bourg intactes,
hein. Et alors on a des photographies bien entendu, mais là on a des images animées, et donc on voit des limougeaux qui viennent passer un dimanche, hein, un dimanche au bord de l'eau, hein. On serait tenté, ça fait penser un peu au film de Renoir, hein. Alors je me servirai de ces images pour évoquer un petit peu aussi le vécu des populations. Et là, je citerai un grand historien de la période qui était Pierre Laborie, grand historien spécialiste de l'opinion publique de la France de cette époque. Et il disait, au fond, pour comprendre les attitudes des Français pendant l'occupation, il disait qu'il faut prendre en compte l'extraordinaire diversité des situations qui sont liées aux disparités régionales, à la multitude des micro-événements survenus à l'échelle des lieux de vie, aux effets considérables de leur charge émotive sur les populations concernées, au rapport au temps, jamais le même pour tous. Par exemple, ici, nous sommes à Oradour, et là on peut filmer dans l'espace public. Pourquoi on peut filmer dans l'espace public? Parce qu'il n'y a pas d'Allemands à Oradour. Et d'ailleurs, d'une manière générale, et pendant longtemps, dans les campagnes, on ne voit pas d'Allemands. Donc, on peut respirer. Les Allemands, pour les voir, il faut aller à Limoges. Ceci dit, à l'époque, printemps, été 44, les Allemands, on commence à les voir de plus en plus dans les campagnes, engagés dans des opérations de répression, notamment dans les régions où la résistance et les maquis sont très bien implantés. On y reviendra tout à l'heure. Donc, cette absence de l'occupant a permis aussi à ces campagnes et aux bourgs ruraux d'être aussi des bourgs refuges, accueillant des réfugiés ou accueillant des gens qui souhaitaient se vivre, enfin pour des raisons, je pense aux Juifs notamment, qui pouvaient y trouver un havre de paix, hein, et ça leur permettait d'échapper aux persécutions de l'occupant, qui malheureusement parfois finiront par les rejoindre. Donc, vous avez également, on le voit ici, donc vous voyez, on peut venir facilement au Oradour, même si la difficulté de circuler, c'est bien sûr les limites qu'impose l'occupant, c'est aussi, pour ceux qui auraient des voitures, mais il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, donc c'est la limitation du carburant, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on peut venir à Oradour, vous voyez, on voit les rails ici, puis vous avez le petit panneau qui le rappelle, il y a le train électrique, hein, ce train qui est donc le chemin de fer départemental et qui rend d'énormes services et qui permet donc aux gens aussi de circuler, hein, c'est-à-dire que les campagnes ne sont pas coupées de Limoges, Limoges n'est pas coupé des campagnes. Les habitants de Limoges ont souvent de la famille à la campagne, hein, vous savez, aussi en Limousin, les racines rurales, elles sont jamais très très éloignées. Et donc aussi, autre élément qui est très important, prendre le tram depuis Limoges pour aller à la campagne, ça permet aussi de se ravitailler, hein, et donc de se procurer du ravitaillement, soit auprès de la famille, soit auprès des agriculteurs du coin. Voilà. Alors, avant d'enclencher la séquence suivante, je voudrais rappeler quand même que à ce moment-là, on l'a déjà dit, hein, le débarquement a lieu donc le 6 juin 1944, et en amont du débarquement et plus encore après, la résistance va intensifier ses actions. Hein. Et donc la répression va augmenter à proportion. Elle a même déjà commencé, le degré de répression et de violence dans la répression a déjà commencé à augmenter avant. Et donc ce déchaînement de violence, il constitue aussi la toile de fond du printemps et de l'été 44. Et même si on a vu dans la séquence précédente des gens qui sont des gens heureux, on peut pas ne pas imaginer, si vous voulez, que cette situation ne soit pas dans toutes les têtes. Tout comme, très certainement, l'est aussi l'espoir d'une libération prochaine. Alors, nous allons passer à la deuxième séquence, justement, qui va être une première évocation de cette libération. Voilà.
le passage que nous venons de voir. Voilà. Donc dans le passage que nous venons de voir, en fait, on a des images qui sont ponctuées par des ruines. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'effectivement, ces combats de la libération ont laissé, enfin combats, pas toujours des combats d'ailleurs, ont laissé des ruines, et des ruines partout. Il y a sur tout le territoire national, il y a des ruines un petit peu partout. Donc là, les traces, les stigmates, si vous voulez, de la guerre sont visibles sur tout le territoire, contrairement à la guerre de 14, par exemple. Alors, évidemment, les destructions que nous venons de voir ici n'ont pas toutes la même origine. Vous avez vu qu'il y en a certaines qui sont le résultat de l'action du maquis. D'autres sont liées à des actions de répression. D'accord ? Par exemple, le maquis va plutôt s'attaquer à des infrastructures, d'où la multiplication de la destruction des ponts, alors que quand des habitations sont détruites, ça, on est plutôt dans une logique de répression. Et justement, je voudrais fixer, si vous voulez, le cadre dans lequel agit l'armée allemande. Parce que l'objectif des Allemands, à partir notamment de 1944, c'est de frapper, bien sûr, la résistance quand ils le peuvent, mais souvent les résistants leur échappent, mais c'est aussi de frapper les civils pour discriminer la résistance et donc dissuader les civils de la soutenir. Il faut couper la résistance, si vous voulez, d'un éventuel support dans la population. C'est un dispositif qui se met en place relativement en amont, puisque dès février 1944, le 3 février 1944, vous avez ce qu'on appelle l'ordre Sperl. Sperl, c'était un général, Hugo Sperl, c'était un général de la Luftwaffe, de l'armée de l'air. Vous allez me dire, apparemment, c'est pas son champ de compétences. Bah si, parce qu'il était l'adjoint de von Rundstedt, qui était, lui, le commandant ce que les Allemands appelaient le MBF, c'est-à-dire le commandement militaire en France, si vous préférez. Alors, cet ordre Sperl, il est assez clair, il dit « En cas d'attaque de la troupe, la riposte doit être immédiate ». C'est-à-dire que là, il y a même une méthodologie, si vous voulez, la zone de l'attaque doit être isolée, les civils présents, même s'ils n'ont rien à voir dans tout ça, doivent être arrêtés, et les maisons incendiées. Et donc le chef de troupe, en fait, choisit entre soit l'exécution immédiate, ou bien alors une remise au SD, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS, le SD qui après se réserve le droit de traiter, entre guillemets, ceux qui ont été arrêtés comme il l'entend, souvent pour les déporter. Et donc, si des civils sont touchés, la responsabilité en revient, et là il faut mettre des guillemets à l'expression que je vais utiliser, on revient aux terroristes, puisque c'est ainsi donc que les résistants sont appelés dans le vocabulaire de l'armée allemande. Alors, je voudrais attirer votre attention aussi sur une chose, c'est que cette façon de traiter les populations civiles avec une extrême brutalité, c'est une culture qui est partagée par l'ensemble de l'armée allemande. C'est-à-dire que, bon, ici, évidemment, nous avons les ruines d'Oradour dont sont responsables des SS, mais les SS ne sont pas les seuls responsables de ce type d'action. En fait, cette culture de la répression, elle est bien ancrée dans l'armée allemande. En fait, elle remonte à la guerre franco-prussienne de 1870-71, lorsque l'armée allemande a occupé le nord de la France et qu'il y avait des civils qu'on appelait des francs-tireurs qui tendaient des embuscades aux Allemands. Et donc, depuis, les Allemands ont conçu une doctrine qui consiste à traiter avec une extrême sévérité ce genre de cas, et donc à s'en prendre aux populations. Et à s'en prendre vraiment, je veux dire, hors de toute mesure, puisqu'en fait, l'ordre Sperl donne véritablement un chèque en blanc au chef d'unité, avec l'assurance qu'aucune poursuite ne sera engagée. Donc il faut avoir ça en tête pour comprendre aussi la montée aux extrêmes, si vous voulez, qui est celle de ce printemps-été 1944. Alors, vous voyez ici donc les images d'Oradour. Je commence par les images d'Oradour parce que ça me permet de respecter la chronologie, si vous voulez, des événements. Alors, ces images ont été tournées par Yvon et Suzanne Delrousse. Ce sont deux cinéastes, un couple de cinéastes qui filmaient les événements de l'actualité. Et donc, évidemment, ils sont attirés par les ruines d'Oradour. Alors, évidemment, là, on est après, bien entendu, et les stigmates du massacre, enfin de la destruction plus exactement, sont bien visibles. Vous voyez les gravats qui n'ont pas encore été entièrement déblayés. Vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, dans le plan sur l'église, on voit effectivement des gens qui sont en haut du mur, là, puis qui enlèvent les gravats. Donc on est en train effectivement de déblayer.
et puis vous avez des traces d'incendie, on le voit bien ici, qui sont encore nettement visibles, d'accord? Donc on est vraiment effectivement dans les traces de l'immédiate après Oradour. Alors, ce que vous remarquerez aussi, hein, c'est le carton, puisqu'ils font des cartons, hein, pour préciser un petit peu de ce qu'ils filment et ce qu'ils veulent montrer et quel message ils nous envoient. Et donc il dit, vous voyez, vous lisez comme moi, hein, près de 1000 personnes périrent dans l'enfer d'Oradour. Alors évidemment, on sait, nous, que le chiffre de 1000 victimes est très exagéré. Il y a déjà 643 victimes, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais cette idée, si vous voulez, des 1000 victimes, ça traduit bien le choc que fut Oradour pour les populations. Et c'est vrai qu'effectivement, après Oradour, les populations ont peur. Hein. On peut le comprendre. Alors, comment on en arrive là? Je vais utiliser les documents, alors là je sors un peu du film, hein, mais j'utilise les cartes de l'exposition permanente du Centre de la mémoire d'Oradour, parce que ça permet un petit peu de mettre en place un certain nombre de choses. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que la Das Reich, alors on dit la Das Reich, en fait c'est pas toute la Das Reich, hein, c'est ce qu'on appelle un groupe de combat, dans le vocabulaire militaire allemand ça s'appelle un Kampfgruppe, c'est un groupe de combat de 8000 hommes, un peu plus, 8700, c'est-à-dire ça représente la moitié des effectifs de la division, qui reçoit le 8 juin, donc le débarquement vient juste de se produire, et déjà la résistance est entrée dans une phase insurrectionnelle, et vous avez notamment des villes qui sont prises par la résistance, je pense notamment à Tulle et à Guéret. Alors, l'objectif de ce groupe de combat de la Das Reich au 8 juin, vous voyez que la Das Reich est stationnée ici, dans la vallée de la Garonne, dans le secteur de Montauban. Tout simplement, elle est au cantonnement dans cette région depuis le début de 1944. La division a été retirée du front de l'Est, où elle avait subi des pertes considérables, et donc elle est en France pour se reconstituer. Alors, le 6 juin est intervenu, on sait très bien que la division va se mettre en route, hein, mais justement, il faut sécuriser le futur trajet de la division, d'accord? Et notamment, donc, la mission, si vous voulez, de ce groupe de combat, c'est de se porter dans la région donc de Limoges-Tulle pour sévir contre la résistance dans la mesure du possible, reprendre les villes aux résistants et sécuriser les axes de communication. Que ce soit la route, on voit bien d'ailleurs, ils empruntent à chaque fois les principaux axes, hein, ce sont les routes principales qui sont leurs axes de marche. Et puis, il faut aussi sécuriser les voies ferrées, parce qu'une division blindée comme la Das Reich, c'est 209 chars et canons automoteurs. 209 chars et canons automoteurs, ça se déplace pas sur la route, hein, ça se déplace en train. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous donner un point de comparaison pour que vous compreniez les enjeux. Quand par exemple le général Leclerc a fait le bond de 200 km d'Alençon à Paris pour aller libérer Paris, la 2e DB, elle a progressé par la route. Ils ont grillé 400 000 litres d'essence pour faire 200 km. Donc, mais ça, c'est un luxe que les Alliés peuvent se permettre, parce qu'ils ont beaucoup d'essence. Les Allemands en manquent. Donc, il est bien entendu. Puis, de toute façon, la vitesse d'un char, ça serait beaucoup trop lent. Il y a 700 km à parcourir pour arriver en Normandie. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, la division mettra 2 semaines, hein, au lieu de quelques jours, pour arriver en Normandie. Enfin, les premiers éléments, en tout cas. Donc, c'est quand même assez long, hein. Ils ont été pas mal retardés en chemin, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la Das Reich agit également dans un laps de temps qui est très court, hein, puisque donc, je l'ai dit, du 8 juin au soir, le temps de se déplacer depuis Montauban, et donc elle arrive à Tulle le 8 au soir, elle reprend la ville aux résistants, et vous savez évidemment ce qui arrive le lendemain, hein, c'est-à-dire une répression extrêmement sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, avec donc les 99 pendus, plus d'une centaine de déportés. Donc là, vous avez déjà un premier acte répressif extrêmement entre guillemets spectaculaire, mais c'est fait pour frapper les imaginations, justement. Et d'ailleurs, en chemin, vous pouvez constater aussi, hein, qu'en remontant, hein, vous avez, où il y a des accrochages avec la résistance, vous avez aussi des actions de répression qui sont menées. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, si vous voulez, c'est que la chronologie du passage de la Das Reich est une chronologie qui est quand même très étroite. Ils arrivent le 8 au soir, et l'ordre de départ pour la Normandie est reçu le 9 juin au soir également. Et l'ordre de départ est fixé au 11 juin à la mi-journée. Donc, ils ont très peu de temps pour, entre guillemets, être, si vous voulez, efficaces pour remplir leur mission. Donc, là aussi, c'est là où la terreur devient un moyen adéquat pour frapper les imaginations
c'est ce qu'on voit à Tulle, c'est ce qu'on verra à Oradour, et pour dissuader les populations, donc de soutenir la résistance, et pour aussi inhiber l'action de la résistance. Alors, là aussi, si on se penche sur le parcours du groupe de combat, je l'ai dit, ils se déplacent donc le long des grands axes, et on voit par exemple qu'ils évitent les principales zones de maquis. Je pense notamment, évidemment, au maquis de Georges Guingouin autour des Moutiers, et puis aussi, par exemple, je prends un autre exemple, qui est le maquis de Grandmont, qui se trouve ici au nord de Limoges. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est aussi donc de frapper fort pour donc terroriser les habitants, ça je l'ai dit. Et donc, alors, est-ce que cette idée avait germé plus en amont? Est-ce qu'elle a germé rapidement dans l'urgence? Mais en tout cas, il y a l'idée de frapper fort et donc de terroriser les populations en détruisant une agglomération et en massacrant les habitants. Et donc, ce choix se reporte sur Oradour-sur-Glane. Alors, dans le détail, si vous voulez, on n'a pas tous les détails du pourquoi ils ont choisi Oradour, mais on peut quand même avancer des éléments d'explication d'ordre pratique. Alors, tout d'abord, vous voyez, c'est la carte qui est juste à côté. En fait, l'unité qui est choisie, qui est la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment der Führer, elle est ici, à Saint-Junien. Voilà. Elle est à Saint-Junien, donc, et au soir du 10, il est prévu qu'elle cantonne ici, à Nieul. Et donc, vous voyez qu'Oradour, en fait, est idéalement, enfin, si je puis dire, situé entre deux points de cantonnement. Ça peut être un premier facteur de choix. Il y a un deuxième facteur de choix, toujours si on se cantonne à des éléments pratiques et tactiques aussi, c'est aussi des militaires, hein, donc la tactique aussi entre en ligne de compte, c'est que le bourg d'Oradour, c'est un village-rue, et donc il est facile d'en bloquer les extrémités, il est facile de le cerner, donc ça aussi, c'est un élément important. Puis un troisième élément, c'est, vous voyez, les zones en vert ici, ce sont les zones où le maquis est présent. Il n'est pas présent à Oradour, donc les SS peuvent agir en toute sécurité, ils savent qu'ils ne seront pas embêtés, et donc ils peuvent conduire jusqu'à son terme cette opération de répression, donc qui est d'anéantissement d'un village et de sa population. Les SS, hein, j'ajoute également, ils appliquent une méthode éprouvée sur le front de l'Est, hein, parce que sur le front de l'Est, les villages détruits dans le cadre de la lutte contre les partisans et aussi de la pacification dans l'hypothèse, enfin pacification à la sauce nazie si vous voulez, hein, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les territoires de l'Est seraient peut-être un jour colonisés par des colons aryens. Donc cette méthode, hein, c'est vous voyez, donc c'est l'encerclement du village, donc il l'isole, il y a un cordon donc qui l'isole. À l'intérieur de ce cordon, on va rassembler la population et ensuite on va choisir des lieux où méthodiquement et froidement on pourra procéder à l'exécution. Donc là aussi, autre chose qu'il faut bien prendre en compte, je vous ai dit que la division était en France pour reconstitution, et donc il y a pas mal de jeunes recrues qui ont été incorporés, dont des Alsaciens lorrains d'ailleurs, et donc les actions menées contre la résistance depuis le sud-ouest jusqu'ici, en fait, ces actions menées contre la résistance, elles ont aussi une finalité qui est de préparer à la violence, d'accoutumer à la violence et d'accoutumer aussi à l'exécution des ordres sans réfléchir et sans contester des jeunes recrues. Alors, pour vous donner une idée un petit peu quand même de l'ampleur des destructions, on peut estimer qu'à peu près, en France, les SS ont tué à peu près 1200 personnes. Si je fais un calcul très rapide, on arrive à peu près autour de 800 personnes en Limousin, dont 643 à Oradour. Donc, vous voyez, rien que ces chiffres montrent en fait le tribut qu'a payé le Limousin à la répression. Hein, donc, en ce sens, on peut parler effectivement d'un printemps été tragique. Alors, la séquence suivante, ici, avec ces images, c'était les images qui commençaient la séquence après 5 ans de guerre. Alors là, on a un film dont on ne sait pas qui est l'opérateur, mais un film quand même à la texture très professionnelle. Hein, vous avez vu, les pancartes sont quand même assez travaillées. L'image est de bonne qualité. Alors même si moi, mes captures d'écran sont pas forcément de très bonne qualité, mais bon, l'image est quand même de pas mauvaise qualité. Alors, c'est une évocation ici des combats, et notamment des combats autour du Mont Gargan, dans le sud-est de la Haute-Vienne, dans le secteur de Châteauneuf et Moutier, là où donc était implanté le maquis de Georges Guingouin, que bien entendu vous aurez reconnu sur sa haute silhouette, ici sur ces images. Alors,
On n'a pas d'image du maquis au combat, hein. Donc on n'est pas non plus dans une reconstitution comme le sera par exemple en 1945 R5, qui est filmé à l'initiative du Parti communiste et qui remet en scène les différentes actions du maquis de Guingouin, ou comme d'autres films aussi. Vous avez d'autres films aussi hein, sur les combats des maquis. Vous avez par exemple Au cœur de l'orage qui a été filmé dans le Vercors. Au cœur de l'orage, dont Jean-Paul Le Chanois a assuré la réalisation finale, combine en fait des reconstitutions et des éléments documentaires qui ont été fixés par des opérateurs cinéma qui étaient des résistants. Vous avez aussi le film de la libération de Paris qui a été filmé par des opérateurs de la résistance hein, au moment même, donc qui était filmé en temps réel, si vous voulez, qui donnait des images, effectivement, des images vérités, si je puis dire, de la libération de Paris. Là, on est plutôt dans un aspect documentaire, si vous voulez. Hein. Alors, documentaire, effectivement, avec donc Georges Guingouin qui se prête assez volontiers hein, à la mise en scène, parce qu'il faut que les images aient un peu une dynamique aussi. Et ce qui est intéressant, on peut faire un parallèle quand même, parce qu'on le voit parcourir le terrain, mais comme il a parcouru le terrain pendant ses combats du Mont Gargan, parce qu'il a été physiquement présent, alors pour toute une série de raisons. D'abord parce que c'est un chef qui paie de sa personne, hein, Guingouin il a quand même un assez fort charisme, et puis ensuite il y a aussi des impératifs pratiques, c'est que pour coordonner l'action des différents groupes du maquis pendant ces combats, il n'a pas de radio. Donc il faut porter les messages, ou alors il faut être physiquement présent pour pouvoir à peu près coordonner l'action de ces différentes unités. Parce que c'est vrai que ces combats du Mont Gargan sont assez éclatés, c'est assez complexe hein, d'en saisir un petit peu le déroulement. Alors, vous voyez ici, donc vous avez les séquelles de ce qu'on a appelé, donc après la guerre, la bataille du Mont Gargan. Alors, bataille qui relève d'une volonté des Allemands de neutraliser le maquis de Guingouin, comme ils l'ont fait avec tous les grands maquis. Depuis donc le maquis d'Aiglières en mars 44, jusque le Vercors à peu près à la même époque, les maquis du Montmouchet en Auvergne. Alors pourquoi ? Pour des raisons stratégiques évidemment, mais aussi parce qu'il faut bien s'imaginer que dans ces zones qui sont tenues par le maquis, la légalité du maquis, si je puis dire, a effacé complètement le pouvoir de Vichy. Hein, c'est-à-dire, par exemple, dans le secteur du sud-est de la Haute-Vienne, hein, aux confins de la Haute-Vienne et de la Corrèze, c'est vrai que les autorités de Vichy, elles n'ont plus absolument aucun pouvoir depuis à peu près le mois d'avril. Hein. Donc, l'idée, évidemment, et puis il faut pas négliger aussi une chose, c'est que ces zones de maquis, hein, par exemple le Vercors, à Mauriac, dans le Cantal aussi, on assiste après le débarquement à la proclamation de la République. Donc évidemment, pour les Allemands, là on a des éléments subversifs dont il faut absolument se débarrasser. Alors, les objectifs, c'est intéressant de voir aussi quels sont les objectifs des Allemands et les objectifs du maquis. Les Allemands, évidemment, on est en juillet 44, donc ce que redoutent les Allemands, c'est que s'ils redoutent d'abord un encerclement de Limoges, c'est effectivement ce qui va se produire un petit peu plus tard, et puis toujours il y a cette obsession de maintenir les axes de communication à disposition des troupes d'occupation, dans l'axe nord-sud, mais aussi vers l'est, parce qu'il faut maintenir aussi les relations avec l'Allemagne. Et puis, dans l'hypothèse d'un repli, il faut aussi qu'on puisse utiliser les routes qui partent en direction de l'est pour pouvoir replier les troupes vers l'Allemagne si besoin est. Alors, ça c'est, donc si vous voulez, ça c'est l'optique des Allemands. Mais en face, Georges Guingouin, qui jusque-là a été prudent, hein, il a évité bien souvent des combats qui auraient été des combats coûteux en vies humaines, contre l'armée allemande. Mais là, il prend la décision d'affronter les Allemands. Alors pourquoi il prend la décision d'affronter les Allemands ? Parce que les Alliés lui ont promis un parachutage massif qui doit avoir lieu le 14 juillet. C'est l'opération Cadillac. Et donc, ce parachutage, Guingouin en a absolument besoin. Pas question de le laisser aux Allemands. D'autant plus qu'avec le débarquement, les maquis ont grossi. C'est-à-dire que vous avez d'abord le noyau des maquis, c'est les unités qui ont vécu de longs mois dans la clandestinité, mais avec le débarquement, vous avez ce qu'on appelle les légaux, c'est-à-dire ces gens qui n'étaient pas dans la clandestinité, mais susceptibles de participer à l'action de la résistance et des maquis au moment donc où le signal en serait donné, c'est-à-dire au moment du débarquement. Donc, il a besoin de ce parachutage pour armer ses légaux. Alors, ce que vous voyez là, l'image du haut, hein, c'est le bourg de Sussac.
Et vous voyez ces images aussi, à Sussac toujours, qui ne sont pas sans évoquer Oradour. Vous avez vu également les pancartes. Ça, c'est le résultat de destruction par des raids aériens, qui ont eu lieu à partir à peu près de la mi-juin. Et puis également, les 11 et 12 juillet, on a eu à nouveau des raids aériens. Alors c'est pas des raids aériens massifs, c'est quelques avions, dont d'ailleurs l'un d'entre eux a été abattu, vous le savez, par le maquis. Il est aujourd'hui au musée de la Résistance de Limoges. Mais ces raids aériens, qui produisent déjà des dégâts, annoncent l'imminence de l'attaque, une attaque en 3 colonnes. Alors j'ai pas trouvé de plan, malheureusement, de plan vraiment lisible pour vous montrer, ou de plan que je pourrais reproduire facilement, mais vous avez en gros 2 colonnes allemandes qui arrivent de l'ouest, et vous en avez une qui arrive du sud-est, d'accord? Alors, donc ces raids, disais-je, annoncent l'imminence de l'attaque, donc ces 3 colonnes rassemblent à peu près 3000 hommes, et on peut estimer que c'est à peu près équivalent aux forces dont dispose Guingouin. Donc on est, en termes d'effectifs, on est à peu près égalité. Et ce qui fait la différence, évidemment, c'est que là, il faut affronter une armée, l'armée allemande, qui est quand même une armée bien équipée, en principe disciplinée, avec des soldats qui ont l'habitude du combat. Tous les maquisards n'avaient pas l'habitude du combat, les légaux notamment, pour eux c'était un petit peu nouveau tout ça. Alors, d'ailleurs, le passage de ces colonnes va ajouter aux destructions par les airs, vont ajouter aussi des incendies, des pillages, c'est le cas à Sussac, et d'ailleurs tout ça va susciter une peur assez terrible parmi les populations. Si je prends par exemple l'exemple du village de Doms, à côté des Moutiers, la population a fui le village parce qu'on redoutait un nouvel Oradour. Alors, vous comprenez bien, donc, là j'ai pas mis les images, j'ai mis vous voyez, les pancartes qui annoncent les destructions de ponts opérées par la résistance. Alors évidemment, on participe d'un verrouillage des axes de communication, et en même temps, ces images de destruction des ponts donnent aussi, au fond, une matérialité à un enchaînement très complexe de combats, dont l'enjeu, pour faire simple, c'est bien sûr la destruction du maquis de Guingouin d'un côté et la récupération des containers parachutés de l'autre, et c'est aussi la maîtrise de la hauteur du mont Gargan, qui est un point stratégique, parce que celui qui maîtrise le mont Gargan, il a une vue, c'est une véritable table qui domine la région, et donc effectivement ça permet de contrôler les mouvements de l'adversaire. Alors, les pancartes, comme vous pouvez le voir, qui affichent donc cette succession de destructions, elles présentent tout cela comme une suite de succès. Et donc, évidemment, ça contribue à faire de cette bataille du Mont Gargan une victoire du maquis. Alors, je ne vais pas contester l'idée de victoire, c'est pas ça du tout. La réalité est un tout petit peu plus nuancée, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que ces destructions ont gêné les mouvements de l'armée allemande, parce qu'il a fallu effectivement, notamment les ponts qui enjambaient la Combade. Les ponts ferroviaires, je ne sais pas si vraiment ça a été efficace, mais les ponts routiers, oui, là il y avait une efficacité, évidemment. Mais tout au plus, ça a retardé l'avance des Allemands. Alors évidemment, c'est précieux pour le maquis, parce que gagner du temps, ça permet de se regrouper, ça permet de décrocher en ordre, donc il y a une logique à tout ça, bien sûr. Mais, si vous voulez, les Allemands sont passés quand même, Voilà, donc ça, il faut bien avoir conscience de ça. Ensuite, si vous voulez, vous avez en gros 2 phases dans la bataille. Vous avez donc les combats en frontal à peu près du 17 au 20 juillet. Après les combats du 17 au 20, Guingouin a pu récupérer donc ses containers, il a pu les mettre à l'abri. Et donc là, on change de tactique, et là on bascule en mode guérilla, si vous voulez. Alors c'est ce que les FTP, donc les partisans communistes, appelaient la tactique de la goutte de mercure, c'est-à-dire que quand une goutte de mercure touche le sol, elle éclate en plusieurs petites billes. C'est la même idée, il faut se démultiplier pour obliger aussi l'adversaire à se fractionner, partant du principe que s'il est fractionné comme il ne connaît pas le terrain, il sera plus facile à combattre. Donc, ce passage à la tactique de guérilla permet également au maquis de se replier, il se replie vers la Corrèze. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est important, et en ce sens, c'est une victoire, parce que contrairement, vous voyez, j'ai cité d'autres maquis, j'ai cité les Glières, j'ai cité le Vercors, j'ai cité les maquis d'Auvergne au Montmouchet, le point commun, c'est qu'ils ont tous été anéantis. Or là, au contraire, là c'est un succès tactique, si vous voulez, il y a parfois des replis qui sont des succès tactiques, et là c'en est un, parce que Georges Guingouin conserve intact l'essentiel de ses forces.
Et ce qui est effectivement une performance tout à fait remarquable. Alors, les Allemands vont repartir. Alors, les Allemands, donc, occupent la zone qu'occupait le maquis. Bon. Alors, a priori, ils se disent, c'est nous qui avons gagné. Effectivement, dans la logique militaire, celui qui occupe le terrain, c'est le vainqueur. Mais, sauf que, comme je vous l'ai dit, donc d'abord le maquis s'est replié en bon ordre, et puis ensuite, donc les Allemands, le 24, donc ils repartent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de tenir la zone. Donc, les Allemands repartent le 24, le lendemain, le 25, les maquisards sont de retour. Donc, ils disent, c'est nous qui avons gagné, parce que c'est nous qui, finalement, occupons le terrain, au final. Ce qui n'est pas faux, effectivement. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc Georges Guingouin ménage ainsi ses troupes en vue, très certainement, de l'objectif du combat final, qui est très certainement la prise de Limoges, bien entendu. Il faut savoir aussi qu'il n'a pas cherché à constituer un réduit. J'ai parlé du Vercors, du Montmouchet, où là on avait vraiment des réduits de la résistance, parce que l'idée aussi de ces grands maquis, c'était d'obliger les Alliés à les intégrer à leur stratégie. Or les Alliés ne l'ont jamais fait. Ensuite, il y a autre chose qui vient conforter l'idée de victoire, si vous voulez, c'est que le maquis a infligé des pertes. Alors, là aussi, il y a débat sur les chiffres, mais il a infligé, semble-t-il, des pertes supérieures aux Allemands. Alors, c'est assez compliqué. C'est les résistants qui ont fait le décompte, parce que en fait, on n'a pas de décompte précis de l'armée allemande, parce que les chiffres qu'on a sont souvent des décomptes divisionnaires qui prennent en compte des zones d'opération assez larges. Donc, si on reprend les documents de l'armée allemande, on doit arriver, je crois, à 350 et quelques. Les résistants qui, au lendemain, donc au moment de la libération, ont fait le décompte, ils arrivent à 250. Tués, blessés, disparus. Pour 38 maquisards tués et 54 blessés. Donc finalement, vous voyez, il y a un déséquilibre des pertes. Alors, avec les réserves qu'on peut formuler, mais qui, là aussi, est très en faveur du maquis et qui conforte l'idée de victoire. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, Georges Guingouin va pouvoir donc entamer l'encerclement de Limoges, dont il obtiendra la reddition le 21 août. Et je crois que l'emploi aussi du terme bataille, il m'a pas semblé, alors peut-être que je me trompe, mais enfin il m'a pas semblé par exemple qu'on parlait de la bataille du Vercors ou de la bataille du Montmouchet, on parle de la bataille du Mont-Gargan, ça confère une espèce de légitimité militaire à la résistance, parce qu'au fond la bataille, là aussi dans la culture militaire, c'est un affrontement entre deux armées, donc le fait de deux armées qui s'affrontent, donc c'est un élément de reconnaissance aussi, comme quoi les troupes de la résistance c'est aussi une armée, ce que les Allemands évidemment eux n'admettaient pas. Donc on pourrait aussi tirer d'autres interprétations, bon, j'en reste là. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, alors j'anticipe un petit peu avec certaines images, vous avez peut-être vu, si vous avez l'œil, ici par exemple, vous avez vu, on voit apparaître effectivement un militaire américain, c'est très clair, il a le drapeau, l'uniforme américain, effectivement, au pied donc de la passerelle des Moutiers détruite, à côté de Georges Guingouin. On se demande bien ce qu'il vient faire là. Alors, là aussi, c'est un autre élément important, c'est que le maquis de Georges Guingouin a bénéficié de la reconnaissance des Alliés, notamment d'une mission du SOE. Le SOE, c'est un peu l'ancêtre des forces spéciales, si vous voulez, c'est le Special Operation Executive, c'est-à-dire, c'était des missions qui étaient parachutées dans les territoires occupés pour épauler la résistance et pour mettre en œuvre les moyens que pouvaient leur envoyer les Alliés, et puis pour assurer aussi la liaison avec les Alliés. Le 7 juin est parachutée la mission Hamlet, et qui est commandée, alors j'anticipe un peu parce que c'est des images que vous verrez tout à l'heure de prise d'armes, elle est commandée ici par le Major Staunton. Le Major Staunton, en fait, de son vrai nom, c'est Philippe Lever. Il a pour adjoint celui qui est en retrait derrière, Robert Maloubier, dont le nom de résistance est Paco, donc c'est son adjoint. Et il y a aussi un radio américain, alors je suppose que c'est peut-être lui qu'on voit ici, mais ça j'en suis pas sûr à 100%. Alors, donc je l'ai dit, ça, effectivement, ça conforte l'importance du maquis de Guingouin, le fait d'avoir ce lien avec les Alliés, parce que tous les maquis ne l'ont pas. Et là aussi, il faut savoir que lorsque la mission Hamlet arrive dans le maquis de Georges Guingouin, ils sont un peu surpris parce qu'ils voient finalement un maquis assez peu actif. Comme je l'ai dit, Guingouin est prudent, il est un peu temporisateur, il ménage ses forces. Et d'ailleurs, Staunton se dit, mais ils sont là, mais ils font rien, ils se battent pas. Donc moi, je vais aller voir ailleurs si j'ai pas en face de moi des types plus combatifs. Bon, finalement, petit à petit,
à partir de la fin du mois de juin notamment, le maquis va intensifier ses actions, notamment les opérations de sabotage. Alors on vous parle du pont des Moutiers détruit par le capitaine canadien Bob. Alors moi j'ai pas trouvé la trace d'un capitaine canadien Bob, je pense plutôt que le Bob en question c'est Robert Maloubier. Il est pas canadien, il est français, mais bon, canadien, français, on peut entretenir l'équivoque. Hein. Pourquoi? Parce que lui c'était le spécialiste en explosifs de la mission, et c'est lui qui faisait sauter les ponts en utilisant le plastique qu'envoyaient les Alliés. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on multiplie effectivement les destructions. Alors, dans le secteur, évidemment, des Moutiers, enfin dans le secteur du sud-est de la Haute-Vienne, mais pas seulement. Hein. On s'attaque aussi à la voie Paris-Toulouse. L'objectif, c'est de gêner au maximum les mouvements de l'armée allemande. Et de toute façon, les Allemands, ils veulent sécuriser, je l'ai dit tout à l'heure, les voies ferroviaires. C'est très compliqué, parce qu'ils peuvent pas mettre un homme tous les 100 mètres pour sécuriser les voies ferroviaires. Donc, de toute façon, ils n'empêchent pas les sabotages. Ils reconstruisent très vite, mais on resabote aussitôt. Alors, vous voyez, donc, si, sur le plan strictement militaire, hein, on a une lutte un peu qu'on peut considérer comme inégale entre des troupes disciplinées aguerries et les forces du maquis, dont finalement il n'y en a pas beaucoup qui ont une vraie expérience militaire. Hein. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, les Allemands ne peuvent pas maintenir des troupes. Et puis la dégradation de la situation militaire, hein, fin juillet, percée des Alliés en Normandie, donc cette fois-ci la tête de pont, elle tient, il n'y a pas de problème. Là, la balance, si vous voulez, va pencher aussi définitivement en faveur de la résistance, notamment dans les zones qui sont éloignées des forces alliées, et donc notamment dans le Grand Sud-Ouest, où la résistance va pouvoir effectivement, par son action, libérer les villes. Alors c'est ce que nous allons voir dans un troisième temps, donc avec des images de la libération. Des images de la libération de Limoges et Saint-Junien. Voilà.
C'est la fiancée de Géo Martin, dont vous avez vu tout à l'heure les fiancés, c'est elle qui... Elle était jeune et belle, Excusez-moi, j'en comme prends de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Oui, excusez-moi, j'ai... Oui, je disais donc, c'était la fiancée de Géo Martin qui piétine le drapeau allemand, d'accord, dont on a vu les fiançailles tout à l'heure. Parce que Géo Martin, donc je dis, pas d'indifférence à ce qui se passe, hein, il filme la libération de Limoges. Vous avez vu des images de libération, donc on est déjà sur l'après, hein, avec cette idée que, vous voyez, la libération Saint-Junien, Limoges, des images qui se répondent, le maquis qui défile. Alors ceci dit, à Limoges, le maquis est arrivé le 21 au soir. Et en fait, les images que vous voyez là au niveau du jardin d'Orsay, c'est le 22. C'est-à-dire qu'en fait, quand le maquis est arrivé, c'était un peu le désordre, hein, dans l'enthousiasme. Les gars du maquis étaient un petit peu cernés par des gens qui voulaient les voir, etc. La situation était encore un peu incertaine aussi. Donc on rejoue, entre guillemets, on rejoue l'entrée, si vous voulez, le lendemain, le 22. Une simple réflexion aussi, les images de Jean-Baptiste Rigondeau qui montrent la libération de Saint-Junien, là on est le 14 juillet. Alors, libération de Saint-Junien, c'est le maquis effectivement qui rentre dans Saint-Junien et qui prend possession sur le plan militaire et administratif de la ville. Et je voudrais noter, on est le 14 juillet, c'est-à-dire que là, par rapport au mois précédent, c'est un renversement complet de la situation. C'est-à-dire que là, désormais, c'est la résistance qui est en position de force. Pourtant, les Allemands, ils sont encore là, parce que le 18 et 19 juillet, il y aura des combats dans le secteur d'Oradour-sur-Mer, hein, avec notamment pour enjeu le contrôle de la voie ferrée qui passe à Oradour. Mais le contrôle des villes, c'était un des objectifs, hein, de la politique d'insurrection populaire lancée par la résistance. Alors non sans arrière-pensée par des différents courants politiques de la résistance, mais bon, ça fait... c'est une autre histoire, non, ça fait partie de cette histoire. Parfois d'ailleurs, on l'a vu, des libérations engagées un peu trop tôt comme à Tulle et à Guéret, d'où un phénomène de double libération. La ville a été libérée une seconde fois, d'accord. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la signification de ce qu'est la libération, au fond, comment elle est mise en image. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'entrée du maquis à Limoges. Alors évidemment avec un style encore un peu, ils défilent, hein, mais bon, leur objectif premier, c'était pas de défiler, c'était de se battre, d'accord. Vous constaterez d'ailleurs que l'autre défilé rue Jean Jaurès du mois de septembre, là on a un petit peu rectifié les tenues, hein, on est moins dans l'improvisation, et entre temps on a dû les former à faire de l'ordre serré, donc ils défilent un peu mieux. Bien. Alors, c'est pas si anecdotique que ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis vous avez cette image en bas à gauche, dans les films de Géo Martin aussi, de ce maquisard qui saisit un casque allemand, effectivement, qu'il a extrait d'une voiture. Et donc là aussi, on est bien, hein, dans cette idée de victoire, hein, qu'on a chassé l'occupant. Alors, la séquence, vous avez vu, commence par, vous voyez, ce que j'appellerais une scène de fraternisation entre la jeune fille que vous avez vue tout à l'heure à la fête familiale, hein, dont on fêtait le bac, et des gars du maquis que vous voyez ici, qui sont des hommes du maquis de l'AS, de l'armée secrète, qui était à Grandmont, au nord de Limoges. Alors vous voyez, on peut les identifier d'ailleurs, ils ont des noms, hein, parce que le parallèle a été fait avec les photos qui avaient été prises des hommes du maquis de Grandmont par Isis. Et donc on a un magnifique fond, effectivement un magnifique fond d'archives photographiques, et donc ça permet aussi de retrouver les noms de ces maquisards. Alors, je voudrais faire quelques réflexions par rapport à ça. Je me suis inspiré de travaux qui sont un peu anciens, qui étaient d'un philosophe, Alain Brossat, qui en 94, pour les 50 ans de la Libération, a fait pas mal de travaux sur le sujet. Et notamment, il a une formule, il dit la pose et le costume. Il dit on s'est beaucoup costumé pour la Libération. Alors, évidemment, ce sont des maquisards, c'est pas des faux, hein, c'est des vrais. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, la pose et le costume, regardez celui du milieu, donc le dénommé Janico, avec son casque anglais, je sais pas d'où il le sort, mais enfin bon, il a un casque anglais, et puis également son cigare. Celui d'à côté,
Donc la guenille, lui, il se met en scène avec sa mitraillette Sten, hein, très ostensiblement portée, et le dénommé Gandois, alors lui c'est un peu plus, enfin c'est pas une énigme, mais il est en uniforme, mais vous remarquez qu'il a une main atrophiée. Donc il était, alors je ne dis pas le fait qu'il ait participé au maquis, mais porter les armes, ça va être un petit peu compliqué pour lui sans doute. Hein. Donc en fait, on voit dans la rue une espèce, cette mise en scène, vous voyez, avec cette jeune fille, etc., qui s'amuse avec ses maquisards, il y a une sorte de cinéma, au fond, que l'on s'offre à soi et aux autres. Hein. Alors, parmi également ces hommes en uniforme, je voudrais attirer l'attention sur le personnage qui est ici, que j'ai saisi un petit peu, il encadre une colonne de prisonniers. Vous voyez ici son calot avec donc ce pompon, ici ce qu'on appelle un gland en langage technique. Ça, c'est une pièce d'uniforme qui nous renvoie donc aux Espagnols. Parce qu'il ne faut pas oublier que participant au combat de la libération, jusqu'à la libération de Paris d'ailleurs, il y a eu des Espagnols. Il y en avait dans le maquis de Guingouin, il y en avait également dans le maquis de Grandmont. D'accord ? Et eux, afficher ces pièces d'uniforme, c'est montrer aussi eh bien, que eux, leur combat, c'est le combat antifasciste. Et qu'on soit en Espagne ou qu'on soit en France, c'est un combat qu'il faut mener partout. On les a un petit peu oubliés après, hein, parce que justement ils étaient étrangers, mais certains ont essayé de continuer la lutte après. Hein, ils ont essayé de monter des maquis, notamment dans le nord de l'Espagne, et ça a été un échec assez cinglant. Alors, autre chose aussi, je reviens, vous voyez, à cette scénette, hein, j'en ai saisi un petit morceau ici, que j'oppose à une photo, alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'au fond, on peut aussi avoir une lecture de genre de ce que nous voyons ici. Pourquoi ? Ce sont des jeunes femmes qui fraternisent. Bon, alors évidemment, elle fraternise sous l'œil de son père, hein, parce que c'est son père qui filme. Hein, donc voilà. Mais on peut avoir une approche de genre. Je vous explique pourquoi. Et on peut s'interroger, si vous voulez, est-ce qu'au fond, la libération, alors d'autres que moi l'ont fait, hein, est-ce que c'est pas le rétablissement d'une certaine forme de contrôle masculin, de contrôle masculin national, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que regardez l'image qui est là. Ça, c'est une image qui vient d'un fond assez extraordinaire. Ça fait partie d'un fond de 700 photos qui ont été prises clandestinement par un photographe qui se baladait dans les rues de Paris de 1940 à 1942 et qui, au nez à la barbe des Allemands, prenait des photos. Il a payé de sa vie, il a été dénoncé, il est mort en déportation. Reste son fond photographique, il s'appelait Raoul Poineau ou Poinceau. Si ma mémoire est bonne, il était employé de la Samaritaine. Et il a collectionné ces photos dans des albums. Et vous voyez, il avait des commentaires assez ironiques parce que vous lisez « Monsieur Fritz sur les boulevards, ira-t-il à l'hôtel avec les 2 poulettes ?» Dans le langage qu'il utilise, les poulettes, ce sont les Françaises qui vont avec l'occupant. D'accord ? Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi ces questions parce que la défaite de 40 a affecté finalement la virilité des Français. Hein. Elle a été affectée par la victoire allemande et par l'occupation. Et donc, d'une certaine manière, la libération, c'est aussi un retour hein, où finalement, les filles, elles n'iront plus avec l'occupant. Alors, vous aurez remarqué également qu'il n'y a pas de tondu. Hein, il n'y a pas de scènes de tondu qui ont été filmées. Il y en a pourtant eu. Alors, la libération, qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu, c'est aussi des gens dans la rue. Hein. On retrouve le plaisir finalement d'arpenter la rue hein, sans être embêté par la présence des Allemands ou des collaborateurs. Alors, là aussi, j'emprunterai une réflexion à Alain Brossat, une formule. Il parle de la guerre de 2 foules. Et ça vous explique mon montage, si vous voulez. Alors celui-là, effectivement, il est un peu flou, mais je vais vous expliquer mieux. Alors, vous avez d'abord, je crois, une vision du peuple. Alors on voit effectivement les religieuses et leurs pensionnaires, ou leurs élèves, je ne sais pas trop. Et puis vous avez ici des enfants, mais on voit plein de gens dans les rues. Hein. Et on voit aussi les restes des éléments de défense que les Allemands avaient mis en place dans Limoges, en tout cas dans les secteurs stratégiques de Limoges. Ils contrôlaient pas toute la ville, ils contrôlaient des secteurs stratégiques. Là aussi, ils maîtrisent des axes de communication. Alors, pourquoi la guerre de 2 foules ? À gauche, on a finalement la vision d'un peuple hein, qui a lutté, qui communie dans l'allégresse des jours de fête. Hein. Un peuple aussi où s'estompent les différences et les hiérarchies. Hein. Les bonnes sœurs sont dans la rue, les enfants aussi, tout le monde est là côte à côte. Et puis à droite, vous avez ce qu'on pourrait appeler la populace, c'est-à-dire la foule des passions mauvaises, celle qui laisse libre cours à son instinct de vengeance contre les collabos. Pourquoi ?
Parce que les gens qui sont massés ici, ils attendent le passage des collabos qui ont été arrêtés à l'Hôtel de la Paix. Et là, vous voyez tout de suite, vous pouvez pas rater effectivement la femme en blanc qui est là et qui porte, vous voyez une main à sa tête. Alors c'est vrai que quand on voit le film, c'est pas évident à voir, c'est assez fugace. Hein. J'ai eu un peu de mal, d'ailleurs, et d'où le flou, j'ai eu un peu de mal à immobiliser l'image. Et en fait, vous avez une autre femme en blanc ici, le hasard veut qu'elles soient toutes les deux vêtues de blanc, mais ça nous aide, parce que la femme qui est là lui a mis une claque derrière la tête. D'accord, et donc elle porte la main à sa tête parce qu'elle a été frappée. Alors évidemment, là c'est une scène, ce qu'on pourrait appeler une scène d'épuration relativement soft. Hein. Il y a eu des choses beaucoup plus brutales. Vous avez ici évidemment libération, défilé des prisonniers. Alors vous avez vu les images de prisonniers, des colonnes de prisonniers. Et ça, c'est important de filmer les colonnes de prisonniers. Les Allemands l'ont fait abondamment en 40. Ils l'ont fait aussi abondamment sur le front de l'Est. Donc là, c'est un retournement de l'image, évidemment, parce que c'est le contrepoint des colonnes de vaincus de 40, donc comme je l'ai dit, filmées par la propagande allemande, et donc là, il n'y a pas de doute, c'est bien la victoire. Sont restés à Limoges hein, les troupes qui ont été faites prisonnières, parce que comme la reddition de la ville, il n'y a pas eu de combat dans la ville, hein, il y a eu des combats en périphérie, mais pas dans la ville. Donc si vous voulez, il y a une partie des unités allemandes, notamment le régiment de police SS qui est parti, hein, c'était dans les négociations, on négociait le départ, puis il y en a qui sont restés. Ceux qui sont restés, ce sont souvent des auxiliaires russes, ce sont des Russes volontaires pour servir dans la Wehrmacht. Alors peut-être qu'en se rendant, ils se disaient, voilà, la guerre est finie pour nous. Malheureusement, pour eux, je pense que c'était un peu c'était pas fini pour eux. Hein. Bien. Alors, il y a l'idée aussi, vous voyez, d'effacer la collaboration. Alors on a vu tout à l'heure la foule qui attend les collaborateurs pour les conspuer, j'imagine, on n'a pas le son. Bon. Alors, effacer la collaboration, vous voyez, on voit pas de règlement de compte ad hominem ici, mais on voit, hein, vous voyez, un groupe qui s'en prend à une officine collaborationniste, hein, qui est le centre de documentation européenne, qui est consciencieusement mise à ça, qui est au bas de la rue Jean Jaurès. C'est juste en face du domicile de l'opérateur, c'est à peu près en face, hein, c'est pas très loin. Et également, vous voyez au sol, la photo de droite, on voit bien une affiche de propagande antisémite qui est foulée aux pieds. Et donc des papiers qui sont brûlés dans une ambiance de réjouissance populaire. Donc la libération, c'est ça aussi, c'est symboliquement effacer l'occupation et effacer l'humiliation de 40. Et puis vous avez les défilés, alors ils sont nombreux les défilés, hein, les prises d'armes. Ces défilés, alors vous avez le défilé du maquis rue Jean Jaurès, comme vous pouvez le voir. Alors, défilé du maquis, cette fois-ci, c'est plus l'improvisation du maquis qui rentre le 22 août, hein. Là, on est le 12 septembre. Et donc, on est dans une logique, enfin une présentation, qui est une présentation selon les règles en vigueur dans l'armée. Hein. On a donc les unités constituées qui défilent au pas. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, il y a un des cadres qui se soucie à un moment de rectifier un peu le pas de ces hommes. On a la garde au drapeau, les officiers en tête. On est dans un ordre un peu moins approximatif. Alors, c'est pas anecdotique ce que je vous dis là, et ça révèle pas mon goût pour le fait de marcher au pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que là, on se présente comme une armée régulière. C'est-à-dire qu'on va corriger l'image de bandes et de bandits que la propagande de Vichy et les Allemands ont accolée aux troupes de la résistance. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est l'ambiance de peur sociale dans laquelle s'effectue aussi l'arrivée du maquis, notamment du maquis communiste. Dans Limoges, vous avez une fraction de la bourgeoisie qui a peur quand même. Hein. Donc il faut rassurer. Donc on est dans les cadres traditionnels, si vous voulez, d'une armée qui défile. Il ne vous échappera pas non plus que le cortège ici passe devant les locaux du Front National. Alors le Front National n'a rien à voir évidemment avec la famille Le Pen, hein, bien entendu. Front National, c'est une organisation communiste, hein, fondée en mai 1941. C'est une organisation œcuménique, ouverte à tous, pour incarner l'unité nationale au moment de la lutte contre l'occupant, bon, évidemment sous contrôle du Parti communiste, bien sûr. Et d'ailleurs, la présence communiste est assez importante dans ce défilé. D'abord, si vous voulez, parce qu'il faut accréditer, si je puis dire, l'idée d'une insurrection populaire. Hein, il faut montrer le peuple. Alors, les FTP, FFI, évidemment, c'est des civils qui ont pris l'uniforme, hein, bien entendu. Mais
Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a un carton qui parle d'un défilé populaire, et ce qui souligne bien la dimension populaire. Et alors là, on a des images qui sont, moi je les avais jamais vues, c'est pas souvent qu'on en voit, c'est les images des milices patriotiques qui participent au défilé des troupes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce moi je les avais pas vues, ces milices patriotiques. Alors les milices patriotiques, qu'est-ce que c'est? C'est encore un organisme suscité par le Parti communiste. Elles ont été formées en janvier 1944. Et l'idée, si vous voulez, c'est aussi, en plus des forces des FTP, c'est de faire participer les civils, parce que la libération, dans l'optique des communistes, ça ne doit pas être seulement l'affaire des formations militaires, mais ça doit être le devoir de tous les Français. D'où la présence ici au défilé de ces milices patriotiques, et je pense que vous voyez... Alors, vous constaterez l'équipement hétéroclite, il a un fusil de chasse. Les pancartes, c'est clair, sans Stalingrad, pas de débarquement, d'accord, c'est clairement affiché. C'est pas complètement faux en même temps, mais c'est clairement affiché. Pour l'épuration totale, là aussi, c'est clairement affiché. Bien. Alors, vous remarquerez également, et là je passe à l'image suivante, dans ces milices patriotiques, vous avez également des femmes. Et j'oppose cette image de ces femmes qui défilent dans Limoges à celle, j'ai pris cette image ici, vous voyez, ce sont des femmes résistantes elles aussi, qui appartenaient au FTP, donc communistes également, qui appartiennent au FTP main-d'œuvre immigrée, d'accord, les FTP MOI, et qui défilent à Marseille le 29 août 1944, au moment de la libération. Alors, elles sont pas nombreuses, mais elles sont pas en uniforme. Elles ont leurs vêtements civils. Alors, elles ont un ordre, évidemment, pour le défilé, bien sûr. Alors qu'ici, vous voyez, on a ces jeunes filles qui sont en uniforme. D'ailleurs, on dit bien, pour châtier les traîtres, adhérer aux milices patriotiques. C'est intéressant aussi, on pourra y revenir. Et ce qui me fait demander, si vous voulez, mais là, j'ai peut-être un peu trop d'anticipation, c'est vrai que la propagande communiste, y compris d'ailleurs la propagande soviétique, a souvent mis en avant les figures des femmes dans la lutte, notamment les partisanes, par exemple, des femmes participant à la lutte armée. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut montrer ici? Je ne sais pas, parce que les femmes ont été actives dans la résistance, bien entendu, mais souvent pas à des postes de combattantes. Mais ici, elles portent les armes. Alors, vous voyez d'ailleurs, châtier les traîtres, adhérer aux milices patriotiques, c'est là aussi où il y a un enjeu tout autour de ces milices patriotiques, parce que elles participent d'une concurrence dans l'exercice légitime de la force. Et d'ailleurs, fin octobre 1944, le gouvernement provisoire de la République française ordonne leur dissolution. Et là, c'est un vrai enjeu il y a une espèce de bras de fer entre le gouvernement et le PCF. Le PCF qui finit par plier, parce que c'est le moment où Maurice Thorez revient du RSS où il a passé la guerre. Et donc, il infléchit la ligne du parti. Et il dit, non, on n'est pas dans la conquête du pouvoir, on est dans une logique de l'égalité, on participe aux élections, on reconnaît le GPRF. Alors, là aussi, justement, d'ailleurs, j'ai parlé du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Les images que vous voyez là, vous avez vu toutes ces images de prise d'armes. Ce qui est intéressant, je ne vais pas revenir sur ce que constituent les prises d'armes, c'est aussi que ce moment-là, le 12 septembre, marque le passage du pouvoir de la résistance armée à la restauration d'un ordre républicain. Les deux personnages que vous avez là qui défilent en tête, et vous remarquerez que le civil a pris la préséance sur le militaire. Vous avez Jean Chintron, préfet de la Haute-Vienne, et vous avez le préfet Pierre Boursicot, qui lui est le commissaire de la République, c'est-à-dire une espèce de préfet régional en fait, donc qui est le supérieur hiérarchique de Jean Chintron. Derrière vous avez, alors il y a Georges Guingouin derrière, on ne le voit pas sur mon image, et vous avez ici le colonel Rivier, qui est le chef militaire des FFI, d'accord? Alors, c'est important parce que nous sommes le 12, alors je vais vous balancer une évidence, c'est une semaine après le 5, mais le 5 septembre, ça a été la levée de l'état de siège de Limoges, parce que Limoges est resté en état de siège jusqu'au 5, parce qu'on avait peur que les Allemands reviennent. Angoulême n'était pas libéré, Poitiers n'était pas libéré, Châteauroux n'était pas libéré. Désormais, début septembre, ils sont partis. Donc on peut respirer. Donc là, il n'y a plus d'état de siège, donc le pouvoir civil peut s'installer, et donc c'est le retour des autorités républicaines. J'attire votre attention sur la présence de Jean Chintron, qui est un des deux préfets communistes qui a été nommé à la Libération. L'autre, c'était dans la Loire, à Saint-Étienne. Et Jean Chintron, donc préfet communiste, d'ailleurs, bon, je ne veux pas vous faire sa biographie de militant communiste.
On l'a nommé ici parce qu'évidemment l'élément communiste en Haute-Vienne est extrêmement présent et que on peut penser qu'effectivement il est plus facile, si vous voulez, stratégiquement, d'avoir un communiste comme préfet. Pour là aussi, il y a plein de choses qui se jouent. Hein. Il y a tout un tas de concurrences de pouvoir entre Guingouin, entre Chintron, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Sachez que Chintron reste préfet jusqu'en décembre 46 et il rejoindra ensuite le cabinet de Maurice Thorez, qui est ministre à ce moment-là. Alors, j'en arrive à la fin. Je reviens sur Oradour, sur les images qu'on a vues tout à l'heure de la destruction d'Oradour. Parce que ces images de la destruction d'Oradour, elles nous posent une question, au fond, c'est quelle mémoire? Ou plus exactement, quel souvenir? Parce qu'en 1944-45, on parle pas de mémoire. Mémoire, c'est un terme savant. On parle de souvenir. D'ailleurs, le culte du souvenir, c'est quelque chose, c'est une formule qui remonte à la guerre de 1914-1918. C'est donc un culte civil et civique même qui se met en place. Et on voit effectivement les prémices de la construction de ce souvenir à Oradour, avec des ruines donc filmées, je l'ai dit, dans un état encore assez proche de leur état d'origine, et les pancartes, vous voyez, qui ont été rapidement apposées. Souviens-toi, en 2 langues, silence. On impose le silence à la mémoire des souffrances des victimes, et c'est aussi un moyen, bien sûr, d'attester de la barbarie nazie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Oradour a été conservé, pour attester des symboles des souffrances du pays et aussi de la barbarie nazie. Et j'attire votre attention sur le fait qu'Oradour, des villages détruits en Europe, il y en a eu beaucoup. Oradour est le seul qui a été conservé dans cet état. D'ailleurs, la mission qui avait été confiée à l'architecte des monuments historiques, puisque le village a été classé juste après la guerre, il a été classé monument historique. La mission de l'architecte, c'était il faut conserver le village dans le meilleur état de destruction possible, ce qui pour un architecte relève quand même du défi. Alors, vous voyez donc il y a aussi toute cette charge émotionnelle qui est véhiculée par les ruines, hein, qu'il faut effectivement qu'il faut entretenir, qu'il faut capter aussi. Et vous voyez d'ailleurs, Oradour n'est plus qu'un lieu de douloureux pèlerinage. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont se rendre à Oradour, on voit des gens dans les ruines, on voit ce monsieur d'ailleurs qui sert un peu de fil conducteur, hein. Eh bien les gens qui viennent dans les ruines, c'est pas des touristes. Aujourd'hui on parle de tourisme de mémoire, à l'époque on parle de pèlerins. On vient à un pèlerinage. Hein, et on vient se recueillir là où les victimes ont souffert. Alors, je termine, c'est pas dans le film, mais c'est pour évoquer aussi la mémoire. Je peux pas parler de la mémoire d'Oradour sans parler aussi de la mémoire de la résistance. La mémoire d'Oradour, évidemment, c'est moins polémique que la mémoire de la résistance. La mémoire de la résistance, c'est compliqué. C'est une mémoire qui est éclatée, si vous voulez, éclatée, emboîtée, ou en tout cas en concurrence, parce que vous avez plusieurs obédiences politiques dans la résistance. Et puis c'est aussi éclaté spatialement, parce que les combats de la résistance, les combats de la libération, ils ont eu lieu aussi en plusieurs endroits. D'accord ? On pourrait objecter aussi que finalement, on retient aussi de la résistance à travers ces lieux commémoratifs que la dimension militaire de la résistance, et on oublie aussi tout le travail qui a été fait depuis 1940 par les mouvements de résistance, qui certes, évidemment, par définition, étaient clandestins. Alors, vous voyez, ici, par exemple, on voit que le Mont Gargan, petit à petit, a fini par s'imposer, ça commence dans les années 80, hein, comme ce qu'on appellera un haut lieu de la résistance, comme le Vercors, comme le Mont Mouchet, et donc s'y déroule, hein, vous savez bien, s'y déroule tous les ans, au mois de juillet, donc des commémorations officielles, et je crois que ces commémorations officielles aussi, bien sûr, elles rappellent le souvenir de la résistance, la mémoire de la résistance, mais elles montrent aussi, elles donnent, si vous voulez, de la consistance à cette expression qu'on emploie souvent pour le Limousin, qu'on désigne sous le terme de terre de résistance. Voilà, je vous remercie.